Au sommet de ce journal, la mise en œuvre des mesures annoncées par le président du Faso contre le Covid-19, comment maintenir le cap, le Premier ministre et les gouverneurs des régions tablent sur la question à Ouagadougou. On en voit cela dans quelques instants. Et des passagers surpris par la mesure de la quarantaine qui restent bloqués sur place. Une cinquantaine de voyageurs se trouvent dans la situation à Bobo-Dioulasso. L'une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre. Le dossier à suivre dans ce journal. Et puis des électeurs maliens appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Le scrutin se déroule dans une ambiance particulière en pleine crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Une actualité à suivre en fin d'édition. Et puis un invité sur notre plateau, nous recevons le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Bewende, vient nous parler de la réouverture du marché central de la ville de Ouagadougou et c'est prévu pour demain. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir madame Diallo. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Le traditionnel point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso pour ouvrir ce journal. À la date du 18 avril, on note 11 cas confirmés, tous à Ouagadougou. 17 guérisons portant à 338. Le total des guéris, 0 décès. Le nombre de décès demeure 36. Total de cas confirmés depuis le 9 mars 2020, 576. Les mesures annoncées par le président du Faso pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus sont indispensables pour se protéger de la maladie. Comment s'organiser pour poursuivre la bonne application de ces mesures sur toute l'étendue du territoire national? Le Premier ministre et les autorités administratives décentralisées réfléchissent à cela à Ouagadougou. La rencontre a lieu ce matin donc sur les enjeux de ces échanges entre Christophe Joseph-Marie Dabiré et les gouverneurs des régions. Nous suivons le compte-rendu de Adama Guiti et Olopoda. L'urgence commande d'agir à la hauteur des défis du moment. Face à Christophe Joseph-Marie Dabiré, ces chefs de circonscription administrative font le bilan de la lutte contre la maladie à coronavirus à l'échelle de leurs régions respectives. Nous avons expliqué à son Excellence les activités que nous avons menées depuis la prise de décision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Comme vous le savez, un certain nombre de mesures ont été prises et l'application revenait aux autorités administratives, notamment la fermeture des marchés et beaucoup d'autres mesures barrières que nous devons faire observer dans nos différentes régions respectives. Écouter pour comprendre, orienter pour agir, c'est le sens de cette concertation entre le Premier ministre, président du Comité national de gestion de l'épidémie du Covid-19 et les gouverneurs des régions. Pour Christophe Joseph-Marie Dabiré, la première phase de la mise en œuvre des mesures prises par le président du Faso a été un succès. Mais il ne faut pas baisser la garde au moment où le gouvernement s'apprête à alléger ses restrictions. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il est important que nous puissions sensibiliser l'ensemble de la population pour leur dire que même s'il y a des allègements qui sont apportés aux différentes décisions du chef de l'État qui visaient à faire en sorte que les mesures barrières évitent le développement de la maladie au niveau national, il faut que les gens comprennent que nous sommes appelés à vivre avec la présence de ce virus au niveau de notre pays. Cela veut dire que même s'il y a des allègements, même si demain nous décrétons que les marchés vont rouvrir, que les bars vont recommencer à fonctionner, que les écoles vont reprendre, il faut que chacun ait à l'idée qu'il évite d'être un vecteur de la transmission de la maladie aux autres. Ça veut dire que les mesures barrières doivent être toujours présentes pour éviter que la maladie, à travers ces allègements-là, ne reprenne au niveau de notre pays. Le chemin reste encore long. Dans la lutte contre le Covid-19, laisse comprendre le chef du gouvernement qui a instruit les gouverneurs des régions à poursuivre les actions de sensibilisation communautaire et surtout à encourager la participation totale des populations aux différentes décisions qui sont prises par le gouvernement pour stopper la propagation de la maladie.
Près de 300 millions de francs CFA, c'est la somme collectée à la soirée du Coronaton que vous avez pu suivre en direct de la télévision du Burkina hier donc. L'appel lancé par le président de l'Assemblée nationale est entendu par tous les Burkinabés, toutes sensibilités confondues, ceux de l'extérieur et de l'intérieur, à commencer par le premier des Burkinabés, le président du Faso lui-même. Pour ceux qui n'ont pas pu réagir, vous avez encore jusqu'en mai pour le faire. Sur les temps forts de la soirée de générosité, nous suivons le compte-rendu de Sekou Zongo. Les animations musicales. Plus de 3 heures d'émission en direct sur la télévision du Burkina et des chaînes privées. C'est un pari tenu pour les organisateurs du Coronaton, une initiative citoyenne et populaire de levée de fonds pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Pour le président de l'Assemblée nationale, chef d'orchestre de l'opération, la volonté c'est avant tout de permettre à tous les citoyens sans distinction d'apporter leur contribution aussi modeste soit-elle à l'effort de guerre. Nous avons été interpellés par certains de nos électeurs, si on peut les appeler ainsi, les populations, qui veulent participer à l'effort national. On peut dire à l'effort de guerre. Et avec des montants à la hauteur aussi de leur portefeuille. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est ainsi que nous avons partagé l'idée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et on a décidé de lancer un Coronaton qui se veut une initiative populaire et citoyenne. Populaire en ce sens que c'est à la portée de tout le monde, que je sois fonctionnaire, menuisier, ouvrier, paysan, on a la possibilité de pouvoir donner 200 francs, 500 francs, 1000 francs, 1 million, ainsi de suite. Et pendant les 3 heures d'émission, les annonces se succèdent. Un chèque de 13 200 000 de la part du président du Faso, 30 millions de la part du gouvernement, plusieurs dizaines de millions comme contribution des groupes parlementaires et des opérateurs économiques, d'autres annonces en direct au téléphone de Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur. Des dons également en nature, le bilan de la soirée de collecte de fonds est à la hauteur des attentes. Avant que nous rentrions dans ce studio, des gens avaient déjà devancé avec 8 millions. Alors, dès que l'opération a été lancée, Orange Money, on a pu enregistrer 5 269 280. Mobicash, 1 494 530. Coris Money, 108 700. Total des contributions sur le plateau. Alors, on a 235 575 000 francs. Pour un total à mi-parcours de 242 447 510. Une soirée riche en couleurs pointues de prestations d'artistes de renom comme Issouf Kompaoré, Flobi, Malika ou encore l'humoriste M. Presidente. Et pour ceux qui n'ont pas pu contribuer en direct, pas d'inquiétude, puisque l'opération se poursuit jusqu'au 14 mai. Les fonds récoltés permettront de répondre aux besoins urgents du dispositif de riposte sous l'œil vigilant du RENLAC et de la SELC. Place à notre entretien et nous retrouvons Monsieur le maire de Ouagadougou, Monsieur Armand Benwende, qui vient nous parler de la réouverture du marché central de Ouagadougou. Donc, Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Dani. Alors, vous envisagez la réouverture du marché central de Ouagadougou. Pourquoi déjà et surtout, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Mais si vous me permettez, avant toute chose, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs qui sont au front en ce moment. Je pense aux médecins, aux chercheurs, aux forces de défense et de sécurité intérieure, tous ceux qui mobilisent leurs forces aujourd'hui pour venir à bout de cette maladie. La réouverture de Revoko, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Non, ce n'est pas trop tôt, parce que c'est une réponse à une certaine résilience, une capacité de trouver des solutions endogènes face aux problèmes que nous avons.
Il faut dire que la fermeture de Roroko a été motivée par le fait que c'est un marché qui reçoit tous les jours plus de 15 000 personnes. Et vous savez que le brassage des populations, c'est ça qui favorise la contagion. Et Roroko n'a pas été le seul marché fermé à Ouagadougou. Et avec Roroko, il y a 40 autres marchés qui ont été fermés sur une centaine de marchés. Donc, nous avons profité de ce temps de fermeture pour sensibiliser les commerçants à avoir un nouveau comportement, pour nettoyer ces marchés, les désinfecter et réorganiser ces marchés. Donc nous pensons que en ce moment, il est temps d'essayer de les rouvrir d'une manière progressive, en respectant bien sûr les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement. Alors, les dispositions seront prises, on imagine, pour éviter que Roroko ne soit un foyer de propagation de la maladie. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Les dispositions sont basées essentiellement sur toutes les mesures barrières qui ont été longuement diffusées et expliquées aux populations. C'est-à-dire, mais pour le cas spécifique des marchés, il y a d'abord l'obligation du port de la bavette ou du masque, le cache-nez et le cache-bouche, pour toute personne qui voudrait fréquenter ce marché. Mais fort heureusement, le gouvernement a pris une décision pour généraliser cette mesure sur toute l'étendue du territoire, donc nous pensons que ça ne va pas être une contrainte supplémentaire. Ensuite, nous avons disposé dans les entrées du marché des bacs à laver les mains. Donc, pour toute personne qui veut fréquenter ce marché, doit obligatoirement passer par le lavage de ses mains et accepter qu'on puisse prendre sa température. Et pour cela, j'aimerais saluer les volontaires du Covid-19 et le ministère de la Jeunesse qui nous a mis à disposition ces volontaires-là, qui sont des étudiants des écoles de médecine et des écoles de santé, au nombre de 300, qui vont nous aider, de 400 du moins, qui vont nous aider à sensibiliser tous ceux qui vont fréquenter le marché vers ce nouveau code de conduite. Ensuite, dans les magasins au sein des marchés, nous avons réussi à obtenir des commerçants qu'il n'y ait pas plus de 2 commerçants par boutique. Et pour pouvoir respecter la distanciation d'une part et d'autre part éviter le confinement dans les petites boutiques que vous savez qui sont dans nos marchés. Et nous avons fait un retraçage du marché de Roroko et dans les autres marchés ça va être pareil, pour respecter les zones limites où les étalages peuvent aller et également laisser de la place pour les clients qui vont être à une certaine distance des boutiques pour respecter la distanciation d'1 mètre au moins entre le marchand et le client. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes sûr que ces gestes-là seront rigoureusement respectés? Sûr, moi je suis très optimiste parce que c'est une solution globale et inclusive. C'est-à-dire que pour prendre ces décisions, nous avons dû discuter pendant longtemps, depuis 2 semaines. Chaque jour, on n'arrête pas de faire des réunions avec les acteurs des marchés, leurs représentants, leurs fêtières, la chambre de commerce, avec lesquels nous sommes arrivés à des conclusions que cette maladie-là, comme le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, nous sommes appelés à vivre avec cette maladie pendant longtemps. Donc, il faut qu'on s'organise pour ne pas créer la contagion, et il faut qu'on s'organise pour s'autoprotéger contre cette maladie et continuer à vivre. Donc je pense que les commerçants ont pris conscience que c'est la seule voie pour eux de pouvoir continuer à exercer et à gagner leur pitance, si on peut appeler ça ainsi, afin que l'activité économique au niveau de notre ville puisse continuer. Et qu'en est-il des autres marchés qui avaient été fermés en même temps que le marché central? Mais je voudrais les rassurer que des dispositions sont prises pour que ces marchés-là connaissent très bientôt une réouverture également. Parce que ce que nous allons faire à Roroko, c'est un cas pilote, c'est un essai, pour voir si les mesures que nous avons prises peuvent être concluantes. Dès lors que ces mesures seront concluantes, nous allons progressivement ouvrir les autres marchés. C'est pourquoi
Nous avons d'ailleurs commencé le nettoyage et la désinfection de tous les autres marchés. Et nous avons, à l'arrondissement de nettoyer et commencer à ranger le marché du 10 Yard, communément appelé le marché du 10. Sankariari aussi a commencé. Et dès la semaine prochaine, nous allons lancer tout azimut avec l'aide des maires d'arrondissement et des associations de marchés EIA, le nettoyage de tous les marchés, les 40 marchés qui sont fermés à Ouagadougou. Et dès lors que nous allons pouvoir mettre en place les mesures sanitaires, et je pense qu'avec l'autorisation du gouvernement, nous allons pouvoir les réouvrir. La réouverture de Rodmoko, c'est demain matin? C'est demain matin à 7h. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux populations, aux acteurs de ce marché-là et aux usagers aussi? Ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est d'abord féliciter les commerçants pour leur accompagnement, parce qu'il a fallu qu'ils acceptent et nous accompagner dans la réflexion, et leur dire que le Covid-19 est une pandémie mondiale, et que cette pandémie-là ne va pas laisser le monde intact. Nous sommes tous appelés à changer notre comportement. Donc, à partir de maintenant, on ne peut plus fréquenter les marchés comme on le faisait avant. On ne peut plus commercer comme on le faisait avant. Il y a de nouvelles attitudes qu'il nous faut absolument avoir. Et je pense, et je fais mien un des concepts du président du Faso, qui dit toujours que les défis que nous avons à remonter, c'est individuellement et collectivement qu'on peut y arriver. Donc je pense qu'en nous donnant main dans la main, nous pourrons arriver à trouver des solutions pour que le commerce puisse reprendre comme par le passé dans notre ville. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la réouverture du marché central de Ouagadougou. C'est prévu pour demain matin. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Les commerçants et les autres usagers du grand marché de Bobo-Dioulasso, eux, retrouveront également un cadre sain et hygiénique à sa réouverture. Les autorités municipales appuyées par l'entreprise Safito procèdent ce vendredi à la désinfection des lieux. C'est une action qui contribue à lutter évidemment contre la propagation de la maladie à coronavirus, une action qui sera suivie de messages aux populations de SIA sur le respect des mesures barrières. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Les portes du grand marché de Bobo-Dioulasso sont ouvertes ce matin. Pas pour permettre aux commerçants de reprendre leurs activités, mais pour sa désinfection. L'initiative est de la Safito qui entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Lorsque vous vivez en communauté et que quelque chose touche à cette communauté, il faut générer un élan de solidarité qui permet de soutenir l'ensemble des populations et des acteurs de la vie sociale et économique. C'est dans ce sens-là que modestement, nous avons pu apporter ces éléments pour le comité régional. En plus de cette désinfection, Safito remet 10 pulvérisateurs et des combinaisons et un chèque de 2 millions de francs CFA. Cette initiative qui a coûté la somme de 7 500 000 francs est bien appréciée par les autorités communales. Le marché reste l'endroit idéal de tous les regroupements. C'est le lieu de tout le monde. Tout le monde y vient, tout le monde y exerce ses activités. Et donc il était important que on se retrouve ici pour s'assurer de ce que sera cet endroit quand les acteurs vont se regrouper. Puisque nous sommes en train de penser justement à la rouverture des marchés, il fallait qu'on vienne pulvériser. Une ouverture prévue pour le 20 ou le 21 avril prochain en fonction des concertations en cours, rassure Alain Sano. Mais tout dépendra de l'engagement des commerçants. Il ne fait mal à un commerçant que de fermer son marché. Donc nous sommes prêts à tout pour que notre marché soit ouvert. Donc nous sommes prêts à accompagner toutes les mesures nécessaires. Alors s'il ne tient que la santé de la population du marché, en tout cas on est prêt à tout. En rappel, c'est le 30 mars dernier que le grand marché de Bobo-Dioulasso a été fermé pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Et des voyageurs qui se retrouvent bloqués dans les villes touchées par la quarantaine, il y en a beaucoup à travers le pays. À Bobo-Dioulasso, une cinquantaine de passagers surpris par la mesure barrière sont dans ce cas, et c'est à la gare routière et au quartier Lafiabou que certains trouvent refuge. Ils comptent leur mésaventure à Drissa Traoré et Karim Sissé. Ce car est stationné ici à la gare routière de Bobo-Dioulasso depuis l'entrée en vigueur de la mesure portant interdiction du transport en commun. Il transportait une cinquantaine de passagers. Tous sont obligés d'élire domicile
dans cette gare. On est quitté en Côte d'Ivoire. Ils avaient nous dit que non, que la frontière voulait fermer. On s'est débrouillé pour arriver à Bobo ici. Mais ça fait 1 mois et quelques qu'on est ici. On avait demandé à les gens qui nous communiquent, on les a demandé, on dit que non, on n'a qu'à partir à sous-préfecture ou mais à la brigade, ils vont nous donner une solution. On a vu que non, ça ne va pas, on est parti là-bas, et même ils disent que non, et même il n'a pas de solution pour nous donner. Donc on est revenu ici, on est assis ici. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ces passagers passent toute la journée et même la nuit dans cette gare. Une situation difficile à supporter au fil du temps. Le commencement, quand on est venu, quand ils ont dit que non, qu'on ne peut pas partir, on s'est cotisé un peu pour payer au moins un sac de riz avec un peu de mille, on s'est débrouillé ici. Mais quand ça c'est fini, bon, souvent si ça ne va pas, on se cotise 100 francs, et puis on se débrouille, on paye au moins un peu de sauce, s'il y a riz, on fait un peu et puis on mange un peu. Au niveau de la gare routière, un élan de solidarité s'est développé à l'égard de ses passagers. Chacun dit faire de son mieux pour les soutenir. Si certains leur offrent des vivres, d'autres leur donnent de l'argent afin qu'ils puissent acheter des condiments. Si, chaque soir, comme le riz est venu, moi je débrouille pour les redonner au moins 1000 francs, parfois 500. Ils vont payer les condiments et puis ils mangent ici. Parfois, si ça reste, ils sauvent ça pour manger matin. Moi-même là où je suis, je dors avec eux ici. Je suis là la nuit, tous les jours depuis la route est fermée, je n'ai jamais dormi à la maison. De ma part, je les ai offert du riz, peuvent témoigner, avec un sac de maïs. Vous savez, presque 30 et quelques personnes, ça ne vaut rien. Mais heureusement, une semaine après, il y a la mairie aussi qui nous a soutenus fortement. Et c'est avec ça aussi qu'on s'accompagne un peu, jusqu'à là aujourd'hui. Les chefs de gare disent avoir initié des démarches auprès des premières autorités régionales en vue d'obtenir une autorisation spéciale pour convoyer ces passagers, mais jusque-là, pas de solution. Il y a les maires, il y a le gouvernement, on a essayé de toucher tout le monde. Bon, mais vous savez, c'est des procédures, c'est un peu long. Donc nous ici, on ne le veut pas parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe actuellement, tout le monde se cherche, tout le monde est chargé, tout le monde est débordé. Du moment qu'on sait que tout le monde vraiment fait de son mieux pour faire vraiment barrière à ces pandémies. La cinquantaine de passagers va devoir patienter le temps que la situation sanitaire s'améliore. En attendant, ils espèrent de tout cœur que d'autres personnes de bonne volonté voleront à leur secours. La fermeture des frontières entrée en vigueur depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, le fret par contre est exempt des mesures barrières. Mais la question fait débat à Léo, ville frontalière où les camions ghanéens chargés de marchandises sont saisis par la mairie de la ville. Les explications avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadian. Des camions ghanéens chargés de marchandises, immobilisés par le maire de Léo. Pourtant, le fret est autorisé, malgré la fermeture des frontières pour cause du coronavirus. Les camions que j'ai saisis, je les ai saisis sur une aire marchande de la commune appelée Ganayar. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que la disposition qui laisse passer le fret concerne des marchandises connues qui traversent la frontière pour être vendues et achetées sur une place, une aire marchande dans une commune en violation d'une disposition réglementaire du maire qui ferme le marché? Ganayar est donc interdit d'accès, tout comme le marché à bétail et le marché central de Léo, fermé jusqu'à nouvel ordre. Une période de vache maigre pour les petits commerçants, désormais prêts à toute concession pour la réouverture des marchés. Bon, nous avons arrêté comme décision de faire des bacs à laver à main là, dans toutes les portes du marché. Nous allons aller proposer à la mairie pour demander pour qu'on vienne rouvrir le marché. Chacun qui doit rentrer au marché là, qu'il a un cache-nez, qu'il lave les mains d'abord avant d'avoir accès au marché.
Donc je pense que c'est ce que nous avons décidé ce matin. Nous allons cotiser de l'argent, que nous allons faire ça très vite, le plus possible. En attendant la réaction de l'autorité communale à leur requête, Inoussa est à bout de souffle. Sans le marché, on ne pourra pas survivre. Nous allons respecter les mesures barrières et faire tout ce qu'on nous demande. On ne va plus. Même les dons de vivres n'arrivent pas ici. La réouverture des marchés Zia de Léo est bien le souhait de ces commerçants, en majorité des acteurs du secteur informel. Et la mise en œuvre du couvre-feu qui se heurte à une certaine résistance à Batié, notamment chez certains commerçants. Mais les forces de l'ordre veillent au grain, l'ambiance avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Yaya Konaté est vendeur de poissons braisés à la gare de Batié. Avant l'instauration du couvre-feu, son business débutait à 17h. Actuellement, dès 18h45, c'est déjà l'heure du rangement. Voilà, ça a mélangé, il n'y a pas marché même. Là, tout mélangé, il n'y a pas marché. Notre marché là, c'est la nuit. Donc, comme il est couvre-feu là-dedans, on ne peut pas arrêter, on est en train d'arranger comme ça. Quelques centaines de mètres plus haut, la patrouille du commissariat de police de Batié se prépare. Moins de 3 minutes après notre départ, les premiers contrevenants sont pris dans les filets. Ils sont sensibilisés et il leur est demandé de rejoindre plus vite leur domicile. Aux environs de 20h15, ce couturier a son atelier toujours ouvert. Ce jeune homme vient de rendre visite à sa femme à l'hôpital. Après le contrôle de son identité, il est relaxé. C'est ma femme depuis Yeni à 0R. Et puis je l'ai amenée à l'hôpital pour faire l'opération. Et puis je suis quitté à Mala. Donc je viens d'arriver, ils ont fait manger à la maison pour me donner que de l'amener à la malade. Une heure de temps après, on peut déjà faire un bilan. Lors de cette sortie, nous avons remarqué que un bon nombre de personnes observent la mesure du couvre-feu. Certes, il y a quelques-uns qui enfreignent la loi. Nous demandons à nos éléments qui sont sur le terrain de privilégier la sensibilisation. Donc, c'est vrai que souvent, les gens ne sont pas contents. Parce que le fait même de dire de rentrer à partir de 19h, donc on trouve que c'est une répression. Donc, il n'y a pas d'autre répression que ça. La ville de Batié étant divisée en zones, nous voici à présent avec la gendarmerie nationale pour le même exercice. Si de façon générale tout se passe bien depuis le début, les éléments rencontrent quelques difficultés. À Batié, il y a quand même un contexte particulier. On prend le cas des funérailles, c'est un cas à gérer. Il y a également le côté des cabarets, on a certaines difficultés aussi à ce niveau. Toujours c'est l'approche et je crois qu'on arrive à les sensibiliser, à faire passer le message. Selon le FDS, depuis le début du couvre-feu ici à Batié, aucun incident n'a été signalé avec les populations. 11 cas de malades de Covid-19 confirmés dans le Sahel et le comité régional de gestion des épidémies se voit obligé de revoir la copie de son plan de riposte. Il faut donner une nouvelle orientation à la lutte. C'est ce que nous révèle le reportage de Ibrahim Kagouné et Pini Dienyanou. L'état de santé des malades de Covid-19 de la région du Sahel évolue bien. 11 cas confirmés à la date du 15 avril, un nouveau site d'accueil de 15 lits pour des éventuels cas confirmés à Issakan site. C'est la substance issue de la rencontre du comité de gestion de l'épidémie de la région. Nous avons eu l'occasion en tout cas de faire la situation de l'épidémie au niveau de la région du Sahel, de faire le point des actions mises en œuvre et aussi informer l'ensemble des membres du comité de l'état de santé des différents cas qui ont été confirmés. À ce jour, nous avons 11 cas confirmés au niveau de la région du Sahel, répartis au niveau de 3 sites de prise en charge, dont Falanguntu, Essakan et le centre hospitalier régional de Dori. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des cas de bonnes évolutions cliniques où nous avons reçu l'accompagnement communautaire nécessaire pour pouvoir suivre les différents contacts.
La surveillance aux différentes portes d'entrée au Sahel et la communication sur la pandémie sont à accentuer. Mais des ressources supplémentaires, selon le comité, sont en attente. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'un certain nombre de ressources ont été mobilisées et ont permis de mettre à disposition des personnels de santé des moyens de protection et d'exercice de leur fonction dans le contexte de l'épidémie. Mais nous sommes toujours en attente de ressources supplémentaires pour pouvoir couvrir une éventuelle évolution assez longue de l'épidémie. Pour les déplacés provenant du site d'orpaillage de Diebougou, annoncé depuis Kokologo, les locaux de la gare routière de Dori et où la salle polyvalente seront aménagés pour leur hébergement. Le Centre-Nord, lui, se dote d'un comité régional de riposte contre le Covid-19. Ses membres statutaires déjà à la tâche adoptent le plan de riposte que nous découvrons avec Yacouba Kouala et Amadou Ouedraogo. Le plan de riposte du Centre-Nord au coronavirus prévoit une panoplie d'actions. Il s'agit entre autres de la mise en place du numéro d'urgence dans tous les districts sanitaires, l'acquisition d'ambulances pour faciliter les évacuations, la vulgarisation des cache-nez en tissu fabriqués sur place. Le plan de riposte régional au Covid-19 est adopté par les membres du comité de riposte nouvellement mis en place. Nous venons d'adopter notre plan de riposte de la pandémie au niveau régional qui se chiffre autour de 400 millions. Je voudrais interpeller l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des filles et fils de la région à nous accompagner pour la mise en œuvre de ce plan. Cette session est la première du comité régional de riposte au coronavirus. Ce comité est appelé à travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs et faire les meilleures propositions pour stopper la maladie. C'est une situation donnée. Il faut bien trouver un plan pour faire face donc à cette situation de la Covid. Donc nous pouvons dire que cette mesure prise, c'est-à-dire en mettant en place le comité régional de gestion de la pandémie, est à saluer. À cela s'ajoute déjà un plan d'action qui permet donc à la région du Centre-Nord de pouvoir prendre en charge donc les éventuels cas de la pandémie à Covid-19. La région du Centre-Nord compte à nos jours 3 cas confirmés de la maladie à coronavirus, tous de la société minière Bissa Gold dans la province du BAM. Au chapitre Solidarité nationale contre le Covid-19, nous commençons par l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, qui fait sa part de bonne action à la maternité Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. Il s'agit de matériel biotechnique que la coordination régionale de l'UNIRPS remet à la structure sanitaire en guise de contribution. Manekahien Karim Sissé pour les détails. L'UNIRPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, à travers sa coordination régionale des Hauts-Bassins, est solidaire de la maternité Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. Le parti de Maître Benawende Sankara a fait un don composé entre autres de blouses, de tensiomètres manuels et de thermomètres laser. Un geste pour accompagner l'équipe médicale à mieux se protéger et à stopper l'expansion rapide du Covid-19. Il a jugé bon quand même que nous puissions venir en tout cas échanger avec les responsables de la structure pour voir en tout cas leurs besoins du moment en fonction bien sûr du Covid-19. C'est dans ce cadre-là que ce matériel a été acquis. Et il nous a en tout cas autorisé à venir remettre le matériel en son nom. Quand on satisfait un besoin exprimé, c'est beaucoup plus efficace que quand on donne quelque chose sans savoir ce dont les intéressés ont besoin. Et ces blouses font partie du matériel de protection. Un don bien accueilli par les bénéficiaires pour qui ce lot de matériel serait d'un apport capital dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On profite de votre micro pour remercier les responsables de l'UNIPS, en particulier le président Maître Sankara et tous ses collaborateurs pour ce don précieux dont tu viens de faire quand même au CSPS Gimbi Ouattara. Invite est aussi faite à d'autres personnes de bonne volonté de faire parler leur cœur. D'une valeur de 1 500 000 francs CFA, le don est le fruit du partenariat entre l'UNIPS et la maternité Gimbi Ouattara. Un partenariat qui sans doute devrait aboutir à la réhabilitation de cette structure sanitaire. En tout cas, c'est l'une des promesses faites par Maître Benawende Sankara lors de son passage en mars 2018. Du matériel de protection, c'est le don du nouveau temps pour la démocratie au Haut Commissariat de la province de Loubre-Tenga pour aider
a brisé la chaîne de transmission du coronavirus dans cette partie du pays. La remise du matériel à Zignaré, suivie pour nous par Adama Guiti et Aimé Solange Digma. C'est un lot de matériel de protection d'un montant d'1 100 000 francs CFA, composé de 30 lave-mains, de 30 cartons de savon et de 2000 cache-nez qui est remis ici au haut-commissaire de la province de Lubri-Tenga. Un don qui constitue la contribution du MTD, Nouveau Temps pour la démocratie, à la lutte contre la propagation du Covid-19. Le NTD, après Ouagadougou, Bobo Djilasso et bien d'autres villes se présentent aujourd'hui dans la province de Lubri-Tenga pour faire un geste dans le sens d'aider cette province qui est aussi sous quarantaine et qui a compté des cas positifs au nombre de 5 pour qu'eux aussi ils puissent mettre en œuvre efficacement les mesures édictées. Non seulement pour que ces 5 cas soient de trop dans cette province, mais aussi que tout ce qui a été édicté comme mesure puisse être suivi. Et le NTD, à travers son président, a pensé à la province de Lubri-Tenga. Malgré sa maladie, il a bien voulu nous appuyer avec un don estimé à plus d'1 million de francs CFA. Vraiment, bon vent au NTD. Merci pour ces gestes, qu'il soit rétabli très tôt pour continuer ses actions salutaires pour l'épanouissement des populations et pour le développement du Burkina Faso. À la date du 18 avril 2020, des 5 cas confirmés du Covid-19 dans la province de Lubri-Tenga, 3 sont totalement guéris. Et la sensibilisation se poursuit pour briser la chaîne de transmission du coronavirus dans cette partie du Burkina, foi du haut-commissaire de la province. Le groupement professionnel des pétroliers joue également sa partition dans cette mobilisation tous azimuts contre le Covid-19 au Burkina. Le GPP offre au ministère de la Santé des produits d'hygiène et de protection et des consommables médicaux d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Témoin de la remise, Roger Kam, ici à Kanana. Le groupement professionnel des pétroliers GPP, solidaire du ministère de la Santé. Une solidarité traduite ici à travers la remise d'un lot de matériel de plus de 8 millions de francs CFA et de bons de carburant d'une valeur de 4 millions. Une contribution commune de Total Burkina, Orix Burkina, Ola Énergie, Petrofa, Vivo Énergie Burkina. Face à la situation d'urgence sanitaire actuelle qui sévit dans notre pays et également à travers le monde, donc le groupement a jugé vraiment nécessaire de venir apporter son soutien au ministère de la Santé, aux autorités en charge de la lutte contre cette pandémie. Donc notre geste a constitué essentiellement aujourd'hui un don de matériel médical et de carburant pour vraiment aider le corps médical à faire face et apporter encore un support plus important aux populations. Du gel hydroalcoolique, du savon, des pulvérisateurs, des produits de nettoyage, des paires de bottes, des surblouses et des consommables médicaux, entre autres. C'est la composition du matériel acquis après consultation des acteurs de la santé. Gilets et cache-nez pour le bataillon 2020 du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. C'est l'équipementier Tovio qui contribue à sa manière à la guerre engagée contre le coronavirus du matériel remis ce vendredi à Ouagadougou en présence de Amadou Ilboudo et Amadou Marcelto. Le ministère en charge de la jeunesse bénéficie de 500 gilets et de 500 cache-nez au profit du Conseil national de la jeunesse en ces temps de Covid. Un geste de la maison Tovio, promotrice d'équipements de sport au Burkina. Nous avons suivi l'initiative du ministère de la promotion par le lancement de la brigade 2020 et nous nous sommes dit qu'en tant que fils de ce pays, nous devons aussi apporter notre contribution. Et c'est dans cet élan que nous sommes venus apporter cette modeste contribution au ministère de la promotion et aux jeunes pour ce grand projet. D'une valeur de 2 500 000 francs CFA, ce matériel de protection vient en soutien au bataillon 2020. Une initiative du CNJBF mettant à profit les jeunes volontaires dans des campagnes de sensibilisation sur le coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. L'ensemble donc de ces masques et de ces gilets ont été donc remis au Conseil national de la jeunesse
qu'il y a donc une équipe de 2000 jeunes qui vont aller donc sur le terrain. C'est une contribution. Et nous allons aussi essayer de trouver donc les autres gilets pour pouvoir compléter et pour que le Conseil national de la jeunesse puisse se mettre donc sur le terrain. En tout cas, nous encourageons les jeunes à aller donc dans ce sens-là. C'est avec un plaisir qu'on reçoit ce don ce matin, parce que ça viendra donc renforcer le dispositif que nous avons déjà sur le terrain, dans le cadre donc du concept lancé Bataillon 2020 pour engager les jeunes sur l'étendue du territoire, sur les questions de sensibilisation et de lutte contre la pandémie. Cet élan de solidarité vient par ailleurs renforcer les actions de la jeunesse pour mieux endiguer le virus, suivant le slogan « Je suis jeune et je m'engage contre le Covid-19 ». Hors de chez nous, second tour des élections législatives au Mali. Les électeurs votent ce dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale malienne. Le scrutin qui se déroule dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19, l'ambiance est toute particulière. Lavage de mains à l'extérieur et masque à l'intérieur. Malgré le coronavirus, le Mali était déterminé à mener à terme le deuxième tour des législatives ce dimanche. Dans ce bureau de vote de la capitale, Bamako, électeurs et assesseurs avaient, semble-t-il, pris leurs précautions. Tous les dispositifs sont là, les masques, les gants, et tous les matériels hygiéniques. Le Mali recense officiellement 13 décès liés au coronavirus, mais l'Organisation mondiale de la santé a fait part de ses inquiétudes. Selon elle, le nombre de morts a augmenté de 60% en une semaine sur l'ensemble du continent africain. Mais dans ce contexte, le Premier ministre malien défend le maintien des élections. Ce sont des élections pour lesquelles nous avons souhaité tous participer, l'ensemble de la classe politique, à l'unanimité, pour justement stabiliser la démocratie dans notre pays et surtout faire en sorte que les institutions puissent continuer à fonctionner et qu'il n'y ait pas une crise politico-institutionnelle. Le renouvellement du Parlement élu en 2013 permettrait en effet de faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. Signé en 2015 entre les groupes armés indépendantistes et Bamako, il prévoit une réforme constitutionnelle et plus de décentralisation. Un scrutin crucial pour l'avenir du Mali qui fait face à une double menace, sanitaire donc, mais aussi sécuritaire. Le premier tour du 29 mars avait été marqué par des enlèvements de présidents de bureau et le vol d'urnes. Quelques jours plus tôt, c'est le chef de file de l'opposition qui avait été kidnappé. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Toutes les équipes de coordination et de réalisation du 20h se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une bonne reprise de travail pour demain. Et surtout, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous.